les côtes de la Namibie. Sous le nom de Sud-Ouest africain allemand, c'était l'une des 4 colonies de l'Empire allemand en Afrique. Au début du XXe siècle, elle a été le théâtre d'une révolution technique et esthétique. Un photographe allemand y a réalisé les premières prises de vue en couleur du continent et de ses habitants. Les photos couleurs, c'était encore tout nouveau à l'époque. Ça avait quelque chose d'extraordinaire. On se sent beaucoup plus proche d'un sujet quand la photo est en couleur. Le photographe qui a réalisé les premiers portraits en couleur d'hommes et de femmes du continent africain s'appelle Robert Lohmeyer. Bien des années plus tard, il écrira « On m'a demandé si je me voyais réaliser des portraits typologiques. Je ne pouvais évidemment rien promettre, puisque cela allait dépendre de la capacité de ces gars à rester immobiles. » La notion de portrait typologique appartient au vocabulaire ethnographique de l'époque. Le portrait d'un individu serait en mesure de représenter les types caractéristiques d'une population donnée. Il s'agit donc de présenter au public allemand les caractéristiques physiques des différents peuples africains. Un tout nouvel appareil photographique est à l'origine de ce projet. Il perfectionne le procédé des 3 couleurs et ouvre des perspectives inédites pour la prise de vue. L'Empire allemand cherche à susciter l'enthousiasme de la population pour ces lointaines colonies africaines. Quoi de mieux, se dit-on alors, que des images en couleur de territoires inconnus et de leur population exotique. Quand on était chez mes grands-parents, c'était un vrai cérémonial. À un moment donné, mon grand-père annonçait « Allez, je vais chercher le gros bouquin ». Il se levait et il allait chercher cet immense livre qui était effectivement très lourd. On dégageait la table et c'était parti. On regardait les photos page après page. Ça prenait toujours beaucoup de temps. Il racontait ses histoires et on l'écoutait. Ces images nous impressionnaient beaucoup. Au milieu du mois de mars 1909, le photographe allemand Robert Lohmeyer arrive sur les côtes du sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie. Lohmeyer a consigné les étapes et événements de son voyage en Afrique dans un album privé illustré de photographies noir et blanc, comme celle de son arrivée à Swakopmund, le principal port de la colonie. Il tient également un journal, inédit et visible ici pour la première fois. Lohmeyer n'en est pas à son premier voyage en Afrique, mais c'est la première fois qu'il se rend dans le sud-ouest africain allemand. Il est déçu. Je dois admettre qu'il est difficile d'imaginer un endroit plus désolant. Un désert de sable infini et quelques maisons. Je ne distingue pas le moindre arbre ou le moindre buisson. L'épouse de Maître Henning a éclaté en sanglots en découvrant son nouveau chez elle. Et on ne peut lui donner tort. Il y a de quoi être abattu à la perspective de devoir vivre sur cette côte. La réalité de la vie dans les colonies était très mal connue parce que très peu de gens y avaient effectivement voyagé. Et les témoignages directs de ces expériences étaient assez rares. La population allemande, de toutes les colonies réunies, n'a jamais dépassé les 25 000. C'était insignifiant. C'est la raison du voyage de Robert Lohmeyer en Afrique. Envoyé par une maison d'édition berlinoise et avec les subsides de l'Office impérial des colonies, il a pour mission de vanter les beautés des possessions allemandes à ses concitoyens en métropole, grâce à la supposée force d'évocation de la photographie couleur. En premier lieu, ce sont les habitants de ces terres lointaines qu'il s'agit de faire connaître. L'ethnographie de l'époque classe les populations locales en différents groupes, dont chacun serait doté de caractéristiques physiques spécifiques.
On parle alors des différents types nègres. C'est la première fois qu'ils seront représentés en couleur. La photographie a été un outil au service de l'idéologie coloniale. Les images servaient à illustrer les différences hiérarchiques, scientifiquement prouvées soi-disant, entre les peuples et entre les cultures. Elles servaient à réduire les individus à de simples types, d'après leurs caractéristiques physiques extérieures. La croyance dans l'existence d'un déterminisme biologique était omniprésente dans la politique de l'Empire, et particulièrement dans la politique coloniale. Et cette notion imprégnait aussi le langage visuel du quotidien, comme la publicité par exemple. On considérait que la race européenne était supérieure aux autres races, entre guillemets, et que l'Européen blanc se tenait au sommet de la hiérarchie. Robert Lohmeyer va réaliser des images qui répondent entièrement aux attentes de ses commanditaires. Il s'agit de montrer que la population autochtone d'Afrique est composée de différents groupes et tribus qui se distinguent par leur physique, leur caractère et leur niveau de civilisation. On représentait l'espèce humaine à l'aide d'une sorte d'arbre généalogique. Tout en haut, il y avait l'homme blanc. Un peu en dessous, on plaçait les Asiatiques et en bas, les humains à la peau noire. Et même là, il y avait encore une hiérarchie avec tout en bas les San, qu'on appelait à l'époque les Boshiman. Et tout ça était démontré à l'aide de tout un tas de théories dont il est admis aujourd'hui qu'elles relevaient de la pseudoscience. Ce qui n'empêche que les anthropologues et les ethnographes de l'époque y croyaient. Pour eux, il s'agissait bien d'une science. Une église luthérienne réservée à la population autochtone à Windhoek. Wolfram Hartmann et Werner Hilbrecht résident tous les deux à Windhoek, la capitale de la Namibie. Wolfram Hartmann est historien. Il est né en Namibie. Werner Hilbrecht est installé dans le pays depuis 30 ans. Il dirige les archives nationales. Les deux hommes sont spécialistes de l'histoire coloniale et connaissent bien les images de Lohmeyer et les textes qui les accompagnent. Prenons cette photo. On peut lui faire dire n'importe quoi. Ces gens sont peut-être des Herero, ce sont peut-être des Ovambo. En vérité, on n'en sait rien. Et rien ne permet d'affirmer que ces enfants sont des Nama. Il s'agit probablement d'ouvriers agricoles appartenant à des fermiers blancs. Or, dans ces exploitations, les ethnies étaient souvent mélangées. Ethnies entre guillemets, bien sûr. Et ce n'était pas par hasard. On recommandait fortement aux Blancs qui venaient s'installer comme exploitants agricoles d'employer du personnel de différentes ethnies. Soi-disant parce qu'il y avait de l'hostilité entre les différents groupes. Et qu'ils étaient donc plus facilement contrôlables. De manière générale, les légendes des images sont problématiques. Regardez celle-ci. La légende dit « fille bâtarde ». Je trouve la photo plutôt bien. La prise de vue n'est pas trop stéréotypée ni dégradante, elle est assez belle. Mais au-delà de ça, cette femme est peut-être une métisse, mais elle peut tout aussi bien appartenir au Nama. Les textes du livre n'ont pas été rédigés en rapport aux images. Il n'y a pas d'interaction, les photos ont été plaquées sur le texte, au petit bonheur la chance. Ces photos ne sont pas aussi outrageusement racistes que l'étaient par exemple beaucoup de cartes postales de l'époque. Dans une certaine mesure, ces portraits sont assez respectueux comparés à la production courante. Je pense par exemple aux images ethnographiques, ces portraits de face et de côté qui devaient faire ressortir les traits propres à chaque type de race. Chez Lohmeyer, ce n'est pas franchement le cas.
Les photographies posséderaient donc une forme de légitimité artistique qui peut justifier le fait qu'elles continuent de circuler de nos jours. Cependant, elles sont volontiers publiées sur des sites internet à l'idéologie contestable. Certains sites cultivent une nostalgie évidente pour l'époque coloniale. Et ces images y jouent un rôle primordial. À l'ère numérique et alors que l'histoire coloniale allemande connaît un regain d'intérêt, les photographies de Robert Lohmeyer semblent avoir le vent en poupe. Le problème, c'est que leur diffusion est rarement accompagnée du nécessaire travail de contextualisation. Le pouvoir d'évocation de ces images reste considérable, d'autant plus quand elles circulent sur Internet sans aucune mise en contexte. On les retrouve en illustration de pages Wikipédia ou dans des collections de cartes postales. Mais chaque exposition reproduit automatiquement les narrations qui y sont inscrites et qui sont imprégnées de pensées racistes et coloniales. Et ces images ont été réalisées dans un rapport de domination. Robert Lohmeyer naît à Leipzig en 1879. Il passe son baccalauréat en 1901 à Berlin. Il grandit dans un environnement bourgeois et cultivé. Il avait beau être originaire de Leipzig, il s'était toujours considéré comme un authentique berlinois. Il était d'ailleurs très fier de son accent berlinois. Il était vif d'esprit. Il parlait très vite et il avait une excellente répartie. Pour moi, c'est lié à sa taille. Je ne connais pas sa taille exacte, mais il ne mesurait pas plus d'1,65 m. C'était donc par la force des mots qu'il devait s'imposer et se défendre. Après le bac, Robert Lohmeyer suit des études de chimie appliquée. Inscrit à partir de 1902 à l'Université technique de Berlin, il suit les cours d'Adolf Mitte, le parrain de la photochimie allemande. Un an plus tôt, Mitte a construit un appareil photographique très performant, basé sur le procédé des 3 couleurs. L'appareil a été présenté au public en 1902. Pour obtenir des images en couleur, on réalisait 3 clichés successifs dans un temps assez court, qui était quand même autour de 4 secondes. Autant dire une éternité en photographie. Il fallait donc que le sujet se tienne immobile pendant plusieurs secondes. Il devait même éviter de trop cligner des yeux. C'est ce qui explique le caractère très statique des photos en couleur de l'époque. L'appareil comprend 3 plaques sensibles devant lesquelles sont respectivement placés un filtre rouge, un vert et un bleu. La photocouleur à proprement parler apparaît au moment du développement des plaques. En 1903, Mitte présente son invention à Guillaume II. L'empereur est enthousiaste. L'invention de la photographie, l'expansion coloniale et la naissance de l'ethnographie sont à peu près concomitantes. Et ces 3 phénomènes ont fortement interagi entre eux. La photographie a été, pour ainsi dire, un outil extrêmement précieux pour la transmission et la diffusion de la pensée coloniale. À Swakopmund, le Hansa Hotel est le lieu de rendez-vous de la bonne société coloniale. Robert Lohmeyer se sent investi d'une mission patriotique et va côtoyer ce microcosme. Son titre de docteur en chimie facilite son intégration. Les oppositions de classe étaient marquées à l'époque. Et mes diplômes m'ont rendu fréquentable auprès des administrateurs et des officiers. Autrement, on n'aurait pas prêté beaucoup d'attention à ce photographe venu d'Allemagne. À Swakopmund, les colons ont à cœur de recréer un environnement familier. Une copie presque conforme d'une bourgade allemande sort de terre en un temps record. À l'origine, les apôtres de la colonisation, au milieu du XIXe siècle, rêvaient de créer une version idéale de l'Allemagne. Mais ça n'a jamais abouti, et l'empire colonial aura essentiellement servi de fournisseur de matières premières, de débouchés commerciaux et d'objets de prestige. La vision initiale de fonder une version miniature de l'empire a cédé le pas à un simple rapport de domination où les autochtones travaillaient pour le bénéfice de l'empire allemand.
Robert Lohmeyer est chargé de mettre en valeur et en couleur les prestigieuses réalisations de la politique coloniale allemande. Le modèle plus ou moins avoué de cette campagne de propagande est l'Empire britannique. L'Angleterre est la référence qui revient constamment dans les écrits des administrateurs coloniaux. On cherchait vraiment à rivaliser avec l'Empire britannique, à mettre en place une administration équivalente et retirer des bénéfices de ses possessions. Le modèle par excellence, c'était évidemment l'Inde, le joyau de l'Empire. Mais cet objectif ne sera jamais atteint. Le modèle indien ne sera jamais égalé. Gustav Fritsch, l'anthropologue allemand le plus renommé de son temps, signe la préface du livre « Les colonies allemandes ». Il y compare les avancées de la photographie aux progrès dont jouissent les sujets africains grâce à l'arrivée de leur nouveau maître. La publication est un immense succès commercial. Même l'empereur commande son exemplaire. L'édition de luxe coûte 250 Reichsmark, un tiers du salaire annuel moyen de l'époque. L'édition populaire, vendue 3,50 marks, s'écoule à 60 000 exemplaires. Un véritable best-seller. Il y avait chez lui un engouement colonial, c'est certain, mais je crois sans le côté guerrier. Bien sûr, il avait assimilé tout le vocabulaire. Par exemple, il parlait toujours de ses boys qui faisaient tout et le portaient dans une litière à travers la jungle. Mais pour moi, c'était plutôt Dr Dolittle qui parcourt le monde et qui est ami avec les animaux. Le plus important, c'était de posséder un bon canasson, mais aussi un noir fiable comme aide de camp. Sa présence signalait mon statut d'invité du gouvernement aux chefs tribaux. Le plus difficile, c'était de maintenir la discipline au sein de la caravane. Régulièrement, je remonte les rangs à cheval pour distribuer quelques coups d'encouragement avec ma chicotte. Cet outil vaut tout l'or du monde. Sa simple apparition fait des miracles. Le racisme a été un ingrédient clé du colonialisme. Il faisait partie intégrante de la vision du monde de cette époque. Les Africains ne sont pas de futurs citoyens et citoyennes, malgré quelques rares exceptions comme Martin Dibobé, devenu contrôleur de métro à Berlin en 1902. L'Afrique, c'est avant tout la nature sauvage, l'aventure et une pointe de romantisme. Dans le livre « Les colonies allemandes », la description du nègre, comme on l'appelle évidemment à l'époque, est basée sur la théorie raciale. On peut y lire que les races restent entre elles. Ce constat ancien, maintes fois éprouvé, se vérifie à nouveau pleinement ici. Aujourd'hui encore, les Boshiman qui errent dans la savane se tiennent sans conteste sur la marche la plus basse de l'échelle de l'évolution humaine. Car le mode de vie des Boshiman évoque celui des animaux sauvages. La différence de physionomie entre les Damara des collines et les Ova Herero frappe au premier regard. Ici, le crâne large et carré du cafre méprisable. Là, le crâne fin, aux traits racés et aiguisés, de l'Homo Herero, le seigneur, qui évoque les traits sémitiques sous bien des aspects. Il était admis que l'Européen était en droit de régner sur les autres peuples puisqu'il était au sommet de la hiérarchie raciale. Cette conception du monde était indiscutable, c'était un fait. Les autres peuples et sociétés lui étaient soumis et devaient travailler pour lui. En plus des portraits d'autochtones, avilis par la théorie raciale qui imprègne le texte, Robert Lohmeyer réalise des images qui dépeignent la colonie comme une terre promise où une infrastructure fonctionnelle côtoie des décors exotiques et grandioses. Les motifs de Robert Lohmeyer utilisent des codes visuels que les lecteurs et les lectrices en métropole reconnaissaient immédiatement. Les compositions sont familières, qu'il s'agisse des paysages, des bâtiments, des infrastructures, des différentes formes architecturales ou des églises. Tout cela est généralement du même style qu'en Allemagne. Les mises en scène sont similaires à celles que l'on trouvait sur les cartes postales qui représentaient le même type de lieu en Europe. Une propriété avec parc à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue ouest de Paris.
C'est ici que s'installe à la fin du XIXe siècle l'un des hommes les plus riches d'Europe. Le banquier, mécène et philanthrope français Albert Kahn, grand amateur et promoteur de la photographie. Ce citoyen du monde s'est créé un écrin de verdure où il converse avec des personnalités politiques et intellectuelles venues des quatre coins de la planète. C'est également ici qu'il a réuni l'une des plus importantes collections photographiques au monde. Albert Kahn, dans ses écrits et dans ce projet qui était les archives de la planète, explique qu'il a compris que le monde était en train de profondément changer. Et donc son objectif était d'enregistrer le monde avant ces profondes transformations qui allaient être inéluctables. Donc un enregistrement des rites et des coutumes des populations locales. Donc c'est pour ça qu'il a créé les archives de la planète. Albert Kahn était animé d'une vision humaniste. C'était une démarche encyclopédique qui avait pour objectif de créer une forme d'unité dans le monde. Il y avait l'idée de réunir les habitants et les habitantes de la planète. Et c'est ce qui correspond au nom qu'il a donné à son projet, les archives de la planète. Albert Kahn a une vision et a les moyens de la réaliser. Il soutient des artistes, crée des fondations et offre des bourses à de jeunes étudiants et chercheurs de différents pays pour qu'ils puissent voyager et découvrir le monde. En 1907, les frères Lumière commercialisent leur procédé autochrome qui permet de fabriquer des diapositives en couleur. Albert Kahn saisit immédiatement l'occasion et envoie des photographes dans les colonies françaises d'Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde, pratiquement au même moment où Robert Lohmeyer part pour la première fois en Afrique. Il a organisé ici à Boulogne des séances de projection où il a invité des grands de la société pour leur faire découvrir ses vues autochromes, ses films, afin d'œuvrer pour la paix. Donc c'est un projet qui a quand même pu toucher une élite locale. La démarche de Kahn est humaniste et portée par un rêve. Si les êtres humains connaissaient les beautés de la planète dans toute leur splendeur, ils arrêteraient de se faire la guerre. C'est ainsi que sont constituées entre 1908 et 1930 les plus importantes archives de photographie et de films ethnographiques de l'époque. Elles comptent plus de 72 000 images et plus de 100 heures de films. C'est en fait un maillon vraiment de tout un projet qui est très global, puisque Albert Kahn avait les archives de la planète, mais aussi les bourses autour du monde, la société autour du monde, des centres de documentation. Donc il y avait vraiment un projet global. Les photographes se rendent dans une cinquantaine de pays à la rencontre de leurs habitants et immortalisent leur quotidien. Ils saisissent une planète en mutation. Des cultures disparaissent, des nations émergent, des empires vacillent et déclinent. Des Balkans à l'Inde, de la Mongolie à l'Asie orientale, en passant par l'Afrique du Nord, les photographes réalisent en plus de 2 décennies un instantané de l'humanité au début du XXe siècle. Sans plan préconçu, le projet est souvent guidé par le hasard. C'est le gré des opportunités qui fait qu'on a certaines missions qui sont faites. Et en fait, les archives de la planète, on a des images d'Indochine, on a des images d'Algérie, du Maroc, et tout ça. Mais il semblerait que ce soit plus des missions qui se soient faites au fil des opportunités et des contacts qui ont été pris. Par exemple, l'Indochine, c'est un photographe qui s'appelle Léon Buzy, qui était en fait militaire, en poste au Tonkin. Là où Lohmeyer sert des objectifs politiques, les photographes des archives de la planète suivent la vision de leurs mécènes et saisissent, au gré de leur périple et de leurs rencontres, les êtres humains et les sociétés dans toute leur diversité.
pour le projet de Lohmeyer, c'était très en lien avec une administration coloniale, alors que pour le projet des archives de la planète, c'est complètement lié à une personne et au financement propre d'une personne qui était Albert Kahn. Et il n'y a pas de lien avec une administration coloniale. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est quand même très différent de ce point de vue-là. Les chemins de Robert Lohmeyer et des photographes d'Albert Kahn ne se croiseront jamais. Il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est avorté, puisque la ruine de Cannes fait qu'on doit arrêter les missions. Donc l'objectif était peut-être effectivement d'avoir photographié le monde entier, dont toute l'Afrique, mais nous avons des lacunes. Par exemple, on n'a pas non plus de photographie d'Océanie, ou pas beaucoup non plus d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment au gré aussi des contacts et des opportunités que les missions se sont faites. Peu avant Noël 1907, Robert Lohmeyer accoste à Lomé, la capitale du Togo, sur la côte ouest du continent. Le Togoland, comme on l'appelle alors, est la vitrine du projet colonial allemand. Je me suis mis sur mon 31 et tout de blanc vêtu, fier comme un paon, je suis allé me présenter au palais du gouverneur. C'est un vaste bâtiment moderne surmonté d'une boule, comme le grand magasin Titz à Berlin. Kokou Azamédé enseigne à l'université de Lomé. Il est spécialiste de l'histoire coloniale. Prenons l'exemple de Lomé. Certains quartiers de la ville étaient équipés de routes, de beaux bâtiments. On appelait ces quartiers Loméville. Ils étaient exclusivement réservés aux Européens. Les autochtones vivaient à la lisière de Loméville, ce qu'on appelait alors Lomé-Campagne. Les Allemands ont aussi construit quelques hôpitaux, mais pas pour les autochtones, uniquement pour les Européens. Et quand les autochtones avaient besoin d'un traitement médical, ils pouvaient se rendre dans des baraques à proximité de l'hôpital. Donc, toutes les images réalisées par Lohmeyer montrent aux Allemands comment l'Empire allemand exploitait la colonie au profit de la communauté allemande. Le Togoland est la colonie modèle de l'Empire. L'administration coloniale allemande invite les planteurs et les établissements de commerce à venir s'installer dans ce territoire présenté comme pacifié et propice aux affaires. Le Togo était avant tout une colonie d'exploitation. Ce n'était pas une colonie de peuplement. C'est important de le préciser dès le départ. Du point de vue allemand, le Togo était, ou aurait été, une colonie modèle. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne n'a pas été obligée d'y investir trop d'argent, grâce notamment à tout le travail fourni par les Togolais. Mais si on s'inscrit dans une autre perspective, qui est évidemment la mienne, on constate que cette colonie modèle ne profitait qu'à l'administration allemande. Notre peuple souffrait de l'exploitation et de la domination allemande. Les Togolais travaillaient uniquement pour la puissance coloniale, aux dépens de leur santé et de leur société. Le livre illustré par Lohmeyer présente le Togolais comme un être foncièrement arriéré. Il ne connaît pas la roue, il ne connaît pas le treuil, ni le tour de potier, ni le chariot, ni l'usage des animaux de trait, ni la charrue. Dans tous ces domaines, son retard sur la race blanche comme sur la race jaune se compte en millénaires. Robert Lohmeyer épouse pleinement la vision de son temps. Il se sent investi d'une mission civilisatrice qui suppose la supériorité de l'homme blanc dans tous les domaines. Lorsque son journal évoque la femme togolaise, c'est pour la présenter comme un objet sexuel à posséder. À son arrivée sur place, le blanc s'achetait une jeune fille. Et c'est ainsi que tous les soirs, la femme noire, la mamie, faisait son apparition sur les vérandas. Après quelques jours, je dus constater à ma grande surprise que quelque chose de noir s'était également installé devant ma porte.
Je ne savais pas encore qu'il s'agissait là d'un cadeau de bienvenue qui relevait de l'hospitalité la plus élémentaire. Ne mangeant absolument pas de ce genre de chocolat, je priai mon hôte de s'abstenir dorénavant de telles marques d'amitié. Pour les colons, il allait de soi qu'ils pouvaient se prendre une maîtresse autochtone s'ils en avaient envie. La question ne se posait même pas. Ça relevait du privilège du conquérant. Mais avec le temps, la pratique des unions mixtes a été fortement réglementée par des décrets raciaux de plus en plus stricts. On disait que l'homme blanc était menacé de dégénérescence s'il se mettait en ménage avec une femme indigène. Il y a eu toute une série d'initiatives pour trouver des solutions. La Ligue coloniale féminine d'Allemagne, notamment, a tenté de faire envoyer des femmes allemandes dans les colonies, dans le but de préserver une sorte d'essence germanique loin de la métropole. Dans son journal, Lohmeyer fait aussi le récit d'une soirée fortement arrosée avec 2 officiers des troupes coloniales croisés dans la jungle. Après le punch, nous sommes passés à la bénédictine puis au cognac aux gazeuses. Ayant malencontreusement oublié l'eau, c'est au cognac seul que j'ai poursuivi ma soirée à beugler et chanter à tue-tête. L'alcool est un vrai problème dans les colonies, et ce n'est pas le seul. Le quotidien n'était pas du tout le même selon que l'on vivait dans une ville coloniale, sur la côte ou dans les terres. Dans l'arrière-pays, les administrateurs étaient généralement d'anciens militaires qui étaient postés dans des stations assez isolées. Du fait de leur isolement, ils étaient très peu surveillés par l'administration centrale et faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ce qui a pu entraîner de nombreux abus. D'un autre côté, les colons étaient davantage menacés par les maladies et l'hostilité des populations locales. Les gaillards, avec leurs énormes boucliers en peau de buffle, exécutaient de spectaculaires danses guerrières. Un play, comme on dit ici. Le grand terrain d'exercice figurait le champ de bataille. Nous, hommes blancs, observions ce jeu du haut d'une vieille tour de garde. Monsieur von Krosigk remarquait très justement que si ces gars étaient malins, il leur serait facile de prendre le contrôle de la station. Au Togo, les Allemands ont eu beaucoup moins de difficultés pour régner qu'en Namibie ou au Cameroun. Cela s'explique en partie par la taille relativement modeste du territoire. Et c'est probablement pour ça qu'il y est plutôt question d'expédition de paix. Il ne régnait pas du tout la même violence au Togo que dans les autres colonies. En Namibie, le sud-ouest africain allemand, Robert Lohmeyer se rend dans la baie de Lüderitz, le 2e port de la colonie. Ici aussi, les colons ont recréé un environnement familier qui a traversé le siècle. En 1905, les troupes coloniales allemandes établissent un camp de concentration sur un îlot aujourd'hui relié à la ville par un pont. Shark Island, l'île aux requins. Entre 1000 et 3000 Nama et Herero y sont morts de froid et de malnutrition. Cette réalité-là a échappé à l'objectif de Lohmeyer. Entre 1904 et 1907, les Allemands mènent une guerre brutale contre les Nama et les Herero. La répression d'une insurrection autochtone se transforme en un génocide systématique. 65 000 Herero et 10 000 Nama seront assassinés. Ils étaient respectivement 85 000 et 20 000 avant la guerre. À Windhoek, un mémorial rappelle aujourd'hui le génocide des 2 peuples. En 1907, le conflit est âprement débattu en métropole et provoque même des élections législatives anticipées. Les sociodémocrates et le centre condamnent la guerre violente. Le journal de Robert Lohmeyer ne la mentionne jamais.
Les images de Robert Lohmeyer sont pratiquement à contre-courant des débats qui agitaient l'Allemagne. Elles proposent une sorte de vérité alternative. Elles montrent des lieux paisibles, tranquilles, des colonies pacifiées. C'est une espèce de safe space composé de vastes paysages, de quelques rares autochtones et de monuments architecturaux. Les compositions sont claires et ordonnées. Les colonies y apparaissent comme des lieux idylliques. Un environnement naturel, vaste et généreux, des villes et des villages à l'architecture rassurante. Il faut montrer que la vie dans les colonies est douce et agréable, peu importe si la nature y est souvent hostile. À la manière d'une publicité, l'imagerie de Lohmeyer crée une réalité artificielle. Il a photographié une Namibie qui n'existe pas sous cette forme. Le procédé des 3 couleurs est incapable de reproduire de manière un tant soit peu réaliste les couleurs qui existent dans ce pays. Il y a beaucoup trop de vert. La nature n'est jamais aussi verte ici. Et certaines images sont très rouges, mais il n'y a pas de rouge ici. Il ne pouvait pas capturer cette lumière intense et vive qui baigne le paysage. Les Allemands ont construit une voie ferrée pour relier l'arrière-pays à la baie de Lüderitz. Toujours en activité, la ligne est surtout empruntée par des trains de marchandises. Leur vitesse est sensiblement la même que celle de leurs ancêtres du début du XXe siècle. C'est aussi en train, en wagon privé, que Lohmeyer traverse le désert du Namib. Sur un ordre de sa part, le convoi s'immobilise en rase campagne pour qu'il puisse réaliser un cliché. Le photographe atteint Kolmanskop, au milieu du désert. Cette petite bourgade insignifiante a connu une renommée mondiale avec la découverte de gisements diamantifères sous les sables de Kolmanskop. Hormis le désert du Namib, dont j'ai réalisé quelques prises de vue, il n'y avait d'intéressant que les différentes phases d'extraction des diamants. Perdu au milieu de nulle part, Kolmanskop est habité par une poignée de colons qui se font livrer des bouteilles d'eau minérale d'Afrique du Sud pour remplir leurs baignoires. Les diamants apportent un peu de prospérité et d'élan dans le sud aride de la colonie. Kolmanskop se dote d'une salle de bal et de pistes de quilles, mais la richesse créée par les diamants est accaparée par quelques individus. Au bout du compte, l'Empire allemand a investi plus d'argent public dans les colonies qu'il n'en a retiré. Pour l'État, ça a été une opération déficitaire. Ce qui n'empêche pas qu'elles aient fait gagner énormément d'argent à certaines entreprises. Par exemple, celles qui étaient dans le commerce de phosphate du Pacifique, dans l'extraction de diamants, ou encore la construction ferroviaire. Donc, pour quelques entreprises spécifiques et leurs actionnaires, le commerce colonial a été une opération très lucrative. En 1909, Robert Lohmeyer arrive en Afrique orientale allemande, surnommée la perle des colonies. La visite du Kilimandjaro est une étape incontournable, le plus haut sommet allemand, comme on dit à l'époque. Quelle image inoubliable! L'Afrique sous la neige. L'association de ces deux mots était tellement invraisemblable que le missionnaire qui décrivait cette vision pour la première fois, il y a une trentaine d'années, avait été déclaré fou. C'est ici que vivent les Noirs les plus pittoresques. On les appelle les Maasai. Noir n'est d'ailleurs pas tout à fait le terme exact. Ils étaient bruns sombres et portaient de magnifiques parures de guerre. J'étais très content d'avoir également pu photographier cette tribu étrange. Pour Lohmeyer, les Maasai sont l'incarnation de l'Africain noble, ou, pour reprendre les mots du livre, la caste aristocratique de la population indigène locale. Les Askaris, des mercenaires issus de différentes régions du continent, jouissent eux aussi d'une excellente réputation de guerriers et d'alliés fiables. Ils combattront pour l'Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale. Dans l'actuelle Tanzanie, le rêve d'un empire mondial allemand sur le modèle britannique semble à portée de main. Ici,
les Allemands ont la sensation de faire jeu égal avec leur rival anglais installé au Kenya voisin. Le sentiment de rivalité avec les autres nations a été très fort dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. La société coloniale allemande a déployé une énergie phénoménale pour promouvoir les colonies à travers les campagnes de propagande. Ces efforts ont fini par payer puisqu'ils ont permis de convaincre de nombreux Allemands des bénéfices de l'expansion coloniale. Et c'est ce qui a suscité cet esprit de compétition. Le pays voulait être une puissance mondiale, comme ses rivaux. La compétition entre les puissances coloniales se traduit par une intense guerre de propagande. Les pays déploient une rhétorique nationaliste, infusée de stéréotypes racistes pour discréditer l'action coloniale de leurs rivaux. On a cette caricature très frappante publiée dans le Simplicissimus, un journal satirique allemand, qui compare les différents comportements des puissances coloniales européennes. Les Allemands sont pacifiques. Les Belges sont présentés comme des sanguinaires. Les Britanniques poursuivent une exploitation capitaliste. Et les Portugais sont obsédés par le sexe et ne pensent qu'à se mélanger aux populations locales. Tout ce que l'Empire allemand lui rejette. Ces comparaisons fondées sur les stéréotypes nationaux étaient très en vogue. La Première Guerre mondiale fait des millions de victimes. L'Empire allemand disparaît. Et avec lui, le rêve d'un empire colonial planétaire. Les vainqueurs, la Grande-Bretagne et la France, s'emparent des possessions allemandes d'outre-mer. La France fait stationner des troupes coloniales noires sur le sol allemand, tels les tirailleurs sénégalais, vétérans de la guerre des tranchées. La population allemande vit cette présence comme un affront particulier. Les Français l'ont fait très sciemment pour humilier les Allemands. Et ça a fonctionné puisque ça a provoqué des réactions violentes. Cette présence a été dénoncée jusqu'en Angleterre et aux États-Unis. Des associations y ont organisé des campagnes de protestation. Il faut bien voir que c'était absolument inédit comme situation. Une population blanche surveillée et commandée par des Noirs. C'était un renversement inacceptable de l'état naturel des choses. Même des journaux satiriques de gauche, tels que le Kladderadatsch ou le Simplicissimus, contribuent à la propagande contre ce qu'on désigne comme la honte noire. On attise l'imaginaire raciste en brossant le tableau de soldats noirs tueurs et violeurs. Le discours politique et la culture populaire de l'époque sont imprégnés de stéréotypes racistes et nationaux qui font référence à l'Afrique. Comme sur cette affiche de l'armée américaine qui présente le soldat allemand en gorille sanguinaire, ou au cinéma, avec le motif de la femme blanche livrée aux sauvages noirs. La perte des colonies a suscité une forme de consensus. Sous la République de Weimar, plus personne n'a réellement remis en cause le bien fondé de la politique coloniale de l'Empire. C'est à ce moment-là qu'est né le révisionnisme colonial. Les photographies de Robert Lohmeyer vont profiter de la vague de nostalgie coloniale weimarienne. Elles circulent sous forme de cartes postales et sont rééditées dans un luxueux portfolio au milieu des années 1920. À l'occasion du 40e anniversaire des débuts de l'histoire coloniale allemande. Le régime nazi reprend tel quel le point de vue révisionniste adopté par la République de Weimar et instrumentalise à son tour les images de Lohmeyer. On trouve aujourd'hui en Allemagne de très nombreuses personnes, dont des universitaires, même si c'est une minorité, qui soutiennent que l'antisémitisme et le racisme, par exemple envers les Africains, étaient deux phénomènes distincts. Ce n'est pas mon avis. Je pense au contraire que les deux étaient étroitement liés. Certes, le moteur dominant de l'idéologie nationale-socialiste était l'antisémitisme. Mais il existait aussi un racisme envers les Noirs qu'on ne peut pas isoler de cette idéologie. En 1937, 30 ans après le premier voyage en Afrique de Robert Lohmeyer,
Ces prises de vue sont rééditées dans L'Afrique allemande et son avenir. Et en 1941, les nazis publient Nos belles colonies d'antan, également accompagnées de ces mêmes photos. Les images sont définitivement incorporées à l'idéologie nazie. Les nostalgiques ont placé tous leurs espoirs dans le national-socialisme. Ils comptaient beaucoup sur Hitler pour reconstituer l'empire colonial perdu. L'imagerie coloniale a fait son grand retour à l'époque du national-socialisme. La circulation de ces images, qui n'avaient jamais vraiment cessé, a augmenté. On a réédité certaines revues et certains ouvrages illustrés. Les nationaux-socialistes exploitent largement ce vocabulaire visuel à la rhétorique et l'iconographie raciste. Les rééditions sont illustrées des mêmes images, mais les textes sont en partie remaniés. Ils sont désormais émaillés de références à l'infamie du traité de Versailles qui a balayé l'empire colonial allemand. Les nationaux-socialistes usent de clichés racistes pour appâter les nostalgiques. Les nationaux-socialistes ont intégré tout ce discours nostalgique à leur propre idéologie. Il existait d'ailleurs des projets plus ou moins concrets pour reconstituer l'empire. Ils n'ont été abandonnés qu'en 1942. Robert Lohmeyer a 60 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il s'est marié, il a eu 2 fils et il a monté une entreprise. Il ne retournera plus jamais en Afrique, mais les souvenirs de ses voyages l'accompagneront toute sa vie. Cette peau de léopard a accompagné toute ma jeunesse. Cet appartement était rempli d'animaux. Il y avait des caméléons, des reptiles, de grands aquariums. Il paraît même que ma grand-mère avait fait venir un singe, mais qu'il a fallu s'en débarrasser parce qu'il était incontrôlable. Bref, c'était une vraie ménagerie. Malheureusement, l'immeuble a été frappé par une bombe au cours d'un raid aérien allié. Mes grands-parents s'en sont sortis indemnes parce qu'ils s'étaient réfugiés à la cave, mais l'appartement a été entièrement soufflé. Quand ils ont émergé de leur abri, ils ont découvert l'ampleur des dégâts. Mon grand-père s'était constitué un véritable cabinet de curiosités et la perte de cette collection l'a énormément affecté. Robert Lohmeyer survit au nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. Son entreprise produit du matériel de police scientifique et commercialise les clichés en noir et blanc de ses voyages dans les colonies. Ces images en couleur qui auront marqué l'histoire de la photographie ne lui rapportent rien. Les droits sont détenus par l'éditeur. L'appartement de mes grands-parents, que j'ai connu, contenait quelques objets qu'ils avaient réussi à sauver des décombres. Il avait toujours une histoire à raconter à propos de chaque objet. Ces souvenirs l'ont accompagné jusque dans les années 50. Retiré de toute forme de vie publique, Robert Lohmeyer passe les dernières années de sa vie à rédiger son autobiographie, qu'il ne terminera pas. Dès l'enfance, et surtout durant mon adolescence, je rêvais de manière récurrente de la plupart des choses que j'ai vues et vécues plus tard. Elles ont toujours été là. Je les avais simplement oubliées dans mon inconscient, jusqu'à ce que la vie me présente une occasion de les réaliser. Tombé dans l'anonymat, Robert Lohmeyer décède en 1959. Mais l'univers et le langage visuel qu'il a créé sont restés bien vivants et continuent de façonner une certaine image de l'Afrique. L'iconographie de l'époque coloniale a traversé les époques. On en trouve encore les traces dans la publicité ou dans les comédies musicales, un peu partout. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité du continent africain, mais ça fait de belles images qui respirent l'aventure et l'exotisme. C'est essentiellement ce qui explique leur succès.
Les débats actuels autour du racisme et de l'appropriation culturelle nous obligent à regarder autrement des images historiques comme celle de Robert Lohmeyer. Une démarche appropriée consisterait à soumettre ces images à la critique historique, en mettant en évidence leur contexte de création. Même lorsqu'un musée comme le nôtre expose ces photos, nous avons beau les accompagner de commentaires, nous reproduisons quand même leur contenu. On pourrait donc aussi envisager d'opposer d'autres images à ces récits visuels, de créer en quelque sorte une contre-narration qui irait à l'encontre de cette iconographie coloniale. Les premières photographies couleur du continent africain ont aujourd'hui plus de 100 ans. Elles seront toujours un jalon de l'histoire de la photographie et Robert Lohmeyer restera un pionnier de la photographie couleur. Même si ces images, en raison de leurs conditions de production et de leur usage, ne pourront plus jamais être montrées et vues sans appareil critique, elles restent des témoignages de l'histoire coloniale, de l'ère des impérialismes et du racisme.